Bonsoir à tous. Merci. Attention. Bonsoir à tous. Bon vespre. Me revient l'honneur d'entamer cette présentation du livre de Abel Cotillas, Sostres, Baudelaire, Correspondance, avec la présence aussi de l'éditrice Diana Coromines de la maison de l'édition, enfin maison d'édition Bonport. Donc, merci d'être là tous pour la présentation. Est-ce que tout le monde comprend le français? Est-ce que tout le monde comprend le catalan, si jamais ça nous prend ici, ou il y a quelques exceptions ou difficultés? Bon, je ferai une petite introduction en français quand même, et après on peut improviser aussi. Je demande à Ben de m'interrompre si je dis une bêtise. Okay. Et si je ne dis pas une bêtise aussi, il n'y a pas de souci. Alors, je présente Abel brièvement. Il est diplômé en histoire et philosophie de l'Université de Barcelone. Il a été éditeur, il a tenu sa propre librairie à Barcelone, il a écrit plusieurs livres sur des sujets variés, toujours dans des démarches, je mets l'accent sur là, des démarches et des positionnements originaux, décalés parfois, et en tout cas toujours intéressants. J'ai connu Abel dans les réseaux sociaux, comme quoi ces réseaux-là, ils servent aussi à rencontrer des gens dans le monde réel, parce qu'on s'est connus matériellement à la suite. Et surtout, dans le cas qui m'occupe, c'était, j'ai fait une très belle découverte avec le profil, les tweets, les commentaires, les liens que Abel a partagés dans les réseaux sociaux. Et qu'on retrouve rarement. Je dois dire ça parce que je viens, donc je ne me suis pas présentée, je suis professeure à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Donc, dans le monde académique, parfois, on est bien plus encorseté. Donc, Abel, il bouge les lignes. Je pense que c'est une véritable valeur ajoutée de lire, de suivre Abel. Donc, grâce à Abel, précisément, en effet, j'ai découvert plusieurs choses sur l'art, la littérature, sur la culture plus largement. Que la culture, la littérature, etc., les arts, sont importants pour notre vie collective et individuelle. Ça nous nourrit, que ce soit ici, en Europe en général, en Catalogne en particulier, nous le savons. Que la culture est fondamentale pour nos sociétés, nous le savons. Que la littérature reflète la société, contribue à la repensée, la repensée, à voir des aspects insoupçonnés. On prend un roman et on découvre un univers, mais on se découvre nous-mêmes, nous nous retrouvons aussi dans nos romans. Donc, des aspects insoupçonnés, gênants parfois, différents, décalés. La littérature ne laisse pas, la bonne littérature surtout, ne laisse pas indifférent. Mais Abel ne fait pas que ça. Elle va au-delà de ce genre de critiques ou de perception de l'art et de la culture. C'est ce que j'ai découvert, c'est mon point de vue. C'est pour ça qu'il peut interrompre, s'il veut. Il nous montre aussi une facette de la littérature et de l'art très intéressante, qui est celle de comment la manière dont on voit l'art, la littérature, certains personnages, peut aussi nous limiter. Par exemple, l'exemple c'est plus parlant, souvent il domine une vision étroite, stéréotypée même, de figures comme Dali ou Picasso, ou de la littérature des années 50 en castillan, qui porte sur la Catalogne. Il y a des récits assez dominants sur ces questions, ou sur ces personnages, sur ce qu'ils ont apporté, qui ils étaient, comment ils vivaient, avec une de ces personnes qui va chercher des sources alternatives,
qui va gratter d'autres questionnements, qui va sortir un peu de chemin tout tracé. Est-ce qu'il est d'accord, l'artiste? Oui, complètement, complètement. C'est magnifique. Oui, c'est une critique qui ne laisse pas. Enfin, moi, je trouvais, par exemple, c'est vrai qu'il y a toute une littérature en Catalogne, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui parle très peu des classes populaires catalanes, proprement catalanes, d'origine catalane, si vous voulez. Et nous, les Catalans de ces groupes sociaux, souvent, bon, on voit qu'on n'est pas là, qu'on n'est pas dans certaines littératures. Mais on a rarement des gens qui nous l'ont fait voir. Et ça, je trouve que c'est un aspect intéressant de ce qui fait aussi des personnes comme Marina Porras, etc. Et c'est toute je sais pas, une critique qui redonne un petit peu, qui remplit certains creux, certaines choses que peut-être on n'a pas une idée complète, qui était Picasso, Dali, ou cette littérature Joan Massé, etc. Donc je trouve que c'est quelque chose qui est en train de redonner, de renouveler notre vision sur la culture et la littérature, surtout en catalan, je pense, et pas seulement. Et il y a aussi l'aspect politique, et je terminerai par là. L'aspect politique aussi, on a en Catalogne une politique culturelle et toute une partie des artistes et des écrivains qui font comme si notre situation, comme la situation que nous vivons, était normale. Il y a comme si c'était des écrivains portugais au Portugal, ou danois ou en Danemark. C'est bien aussi qu'il y ait une normalité, mais souvent on écarte ce qui est propre aussi d'une situation politique assez dominée et d'une élite politique qui ne fait pas beaucoup d'efforts pour pousser un renouvellement dans ce sens. Ça, c'est plutôt mon point de vue, je ne sais pas, bon, on verra si on peut le partager ou pas. Donc je pense, pour finir, qu'Abel nous a apporté un bouffée d'air frais, hein, dans un contexte catalan et au-delà, plus que morose parfois. Je pense que quand je les voyais dans les réseaux sociaux, pour moi, pas seulement lui, mais lui, il a ouvert un débat qu'on ne peut plus fermer sur la littérature, sur la culture en catalan. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir qu'aujourd'hui, je participe à la présentation de son livre. Voilà, merci. Muchas gracias, Roger. Tout d'abord, bonsoir, mesdames, messieurs. Je tiens à remercier la professeure Roger Cousso, pour sa magnifique présentation de notre auteur et de son œuvre et pensée. Cette soirée revêt pour nous une importance toute particulière. En tant qu'éditrice, je voudrais exprimer ma gratitude envers l'équipe d'Harmattan pour avoir rendu possible la présentation du livre d'Abel Cutillas, de M. Cutillas, Sources Baudelaire Correspondance, ici à Paris, aujourd'hui, ce soir. Il s'agit de la première présentation que nous réalisons à Paris et chez Bonport Éditions, où Fernando, assis là-bas en fond, il occupe une place fondamentale dans notre équipe. Alors, chez Bonport Éditions, nous sommes ravis d'être ici ce soir. Je tiens également à remercier Raúl Martínez, M. Martínez de l'Institut Ramon Llull, pour son aide et pour son soutien. Ma présentation sera brève. Je souhaite simplement vous donner un aperçu du livre et souligner quelques points importants de cet essai que je considère comme un essai crucial. Il s'agit d'un essai européen, comme en témoigne le sujet, la perspective de l'auteur et la langue qu'il utilise. Commençons par le sujet, Baudelaire.
Baudelaire est immense. Mais ce n'est pas un livre de bus sur le poète, ni une analyse littéraire exhaustive de son œuvre, ni une plongée dans ses circonstances et sa vie. Bien que l'auteur aborde évidemment certains de ces aspects, car c'est nécessaire pour construire, pour faire son discours. C'est un livre qui présente Baudelaire à l'origine de la modernité littéraire. M. Coutilliez fait émerger la figure moderne de Baudelaire en tant qu'auteur, ce qui change complètement la manière jusqu'à présent l'auteur et le public vivaient leur relation. M. Coutilliez explique très bien le cœur de l'auteur, non pas celui de l'écrivain. Et ici, Coutilliez trace une ligne claire entre écrivain et auteur. Jusque-là, en gros, l'écrivain confirmait le système de valeurs du lecteur. Il faisait appel à un espace partagé qui correspondait à sa vision du monde, qui confortait finalement son cadre quotidien. À partir de Baudelaire, selon M. Coutilliez, cela change radicalement. Baudelaire dérange délibérément le lecteur et, au lieu de confirmer son cadre de valeurs, il lui ouvre une brèche par laquelle il se demande d'une manière ou d'une autre. Il le force à regarder là où il ne veut pas regarder, ce qui a à la fois un aspect infernal et en même temps célestial, pourrait-on dire. M. Coutilliez explique très bien la main à trait de ce nouvel auteur. Il nous ouvre les yeux sur quelque chose qui fait mal, mais que nous savons être vrai. Et depuis l'inauguration de cette nouvelle figure par Baudelaire, selon M. Coutilliez, plus rien n'est pareil. Dans cette perspective de déshabiller Baudelaire de toute analyse lyrique, d'aller directement au cœur de l'auteur pour nous montrer comment il fonctionne, cet auteur satanique, on pourrait dire, M. Coutilliez fait émerger l'idée que la fleur de Baudelaire, pour prendre la métaphore qu'il utilise, est une fleur récidivante. À partir de Baudelaire, il y a des écrivains, des rédacteurs coutumiers qui se contentent de nager pour ne pas gêner, de renforcer les valeurs prédominantes et de suivre le courant, et des auteurs, ceux qui ouvrent de blessures et nous enseignent ainsi une vérité. Pas une vérité objective peut-être, mais une vérité. La vérité qui réside quelquefois dans le mal. Et ceux qui viennent après Baudelaire ne sont pas des fleurs répétées à des moments différents, mais la même fleur qui, dit-il, récidive. Pour expliquer comment cette fleur récidive, M. Coutilliez se concentre sur la figure de Salvador Sostres, un écrivain catalan qui lui sert à étirer cette idée d'auteur jusqu'à nous. Donc, dans ce livre, M. Coutilliez explique comment fonctionne la grande figure européenne et sa relation avec la communauté ou la société de Paris de son époque, le Second Empire, et comment elle contribue à faire sombrer cette société déjà en déclin. Et, dans un deuxième temps, pour illustrer l'importance de cette fleur, la fleur baudelairienne, Coutilliez nous explique comment fonctionne la figure de la fleur récidivante chez Sostres et sa relation avec la société catalane à Barcelone en tournant du XXe siècle au XXIe siècle. Cette métaphore de la fleur convient parfaitement pour illustrer la texture et le style de la langue de M. Coutilliez qui, comme je l'ai dit au début, est une langue européenne. Une langue transparente, propre et en même temps avec une texture, on pourrait dire rugueuse peut-être,
avec des arêtes qui, d'une manière ou d'une autre, sont celles qui blessent le lecteur. Le maintiennent en alerte et attentif à voir où mène cette blessure et quelle vérité elle nous raconte. Parce que vous entendez comment sonne cette langue, la texture du style de M. Coutillas. Je vais vous lire un extrait du premier chapitre du livre où Coutillas décrit ces fleurs correspondantes, comme il les appelle, et qui, je pense, reflètent finalement l'importance du sujet, de la perspective de l'auteur et de la langue de cet essai et du type d'écriture de M. Coutillas. En les societats industrials en tebi apareixen escriptors que recullen l'escuma dels dies amb el palmell de la mà. No són fundacionals. La seva escriptura pertany a allò mateix que aboleixen. Aquí palpita una apocalitat autèntica, un naufragi en temps real. Els seus llibres no són fàcils de mirar, indueixen a girar la vista. Tenen el poder de la medusa. Infecten els infectats, petrifiquen els petrificats. Estimulen fins a l'extrem terminal la malaltia de l'ànima de qui s'atreveix a mirar-los directament a la cara. Entren pels ulls i agredeixen el còrtex, la medul·la òssia, el sistema nerviós i la glàndula cardíaca. Afecten la visió, modifiquen la sensibilitat òptica i alteren la percepció lumínica. Pots reconèixer qui els ha consumit. Té les retines despreses, els globus oculars inflamats, el cristal·lí ple de fissures, la còrnia abrasada, l'iris roent, la nineta incandescent i encetada. Amb facilitat es detecta qui no els aguanta el pes de la mirada. Homes de parpelles caigudes i esguard apagat, i els invidents que han perdut completament el poder de veure-hi més enllà del concret i el real. Els seus escrits tenen la textura i la funcionalitat d'un sedàs. Estan fets de reixetes, separen i discriminen les persones en funció de les capacitats oculars. Els obtusos queden saturats entre les immundícies. Els sants passen avall, corrent amb l'aigua clara, depurats i radiants. El valor de les seves obres pot jutjar-se a través dels ulls que han modificat, mirar el que han fet veure a una societat. Un exercici d'oftalmologia crítica, analitzar la marca d'aigua que han deixat a la retina dels lectors. Hi veuen millor? Estigmatitzen? Conserven la miopia voluntària? Han estat cegats? La ferida retiniana que provoquen és l'efecte lesiu d'una obra que parla en present continu i respon només a la pregunta per la vida. A diferència de la literatura de l'exili, es pot escriure sobre ells sense tenir els seus llibres al davant, a partir només del títol, del poema o de l'article. Són presències irreals. En veu baixa conversen amb cadascun de nosaltres. Bé, aquest és només un tast del llibre, que esperem que us agradi, els qui encara no el coneixeu, que el podeu comprar aquí mateix. Moltíssimes gràcies a tots un cop més per acompanyar-nos aquest vespre. Merci à tous de nous accompagner. Et maintenant, je donne la parole à l'auteur, M. Abel Coutillas. Moltes gràcies. Jo parlaré en català, com a representant de la literatura catalana a París, per donar les gràcies a la Roser, primer, per possibilitar aquesta presentació i per aquesta introducció i aquesta lectura de mi, més enllà dels llibres, una mica també del personatge públic o del personatge virtual, diguéssim, i també en persona per moltes coses que ja sap. I donar les gràcies també a la Diana, evidentment, la meva editora, d'una editorial que, si no coneixeu, us recomano molt, no només perquè publiqui els meus llibres, sinó perquè publica llibres molt interessants d'altres autors catalans i d'autors internacionals. Sempre pronuncio malament el nom d'aquesta senyora, Susanne Brøgger, que és una escriptora danesa, que va publicar un llibre fantàstic que es diu Llibrem-nos de l'amor a l'any 73, i que també té la bondat de publicar autors com jo i d'organitzar actes com aquest. Sobre el llibre, no sé si
la idea del llibre una mica és recuperar alguna de les coses que la cultura i la literatura ha deixat de banda com si fossin innecessàries, algunes de les coses que són centrals. La primera de totes, la Roser ho ha insinuat d'alguna manera, i la Diana ho ha posat una mica també sobre la taula, és el paper conflictiu de l'escriptor. Paper conflictiu amb la seva pròpia societat, i aquí el llibre està descrit com amb la seva pròpia ciutat, però això podria ser tractat a molts nivells, no? La figura... Oh, si tu veux, vous avez besoin un peu de la traduction de Roser, un peu? Oui? Oui? Le livre traite un aspect... Je peux le faire aussi, si vous voulez. C'est pas que je parle français. Allez-y. Non, il traite un aspect qui est précisément moins traité, c'est que l'écrivain et l'artiste a un conflit avec la société, qu'il y a des conflits avec la société. Et que cet aspect est moins étudié. Més que menys estudiat, jo crec que inclús per part dels autors, l'autor ha deixat com de tindre la consciència de que la seva funció principal, el seu únic sentit o el seu caràcter bàsic és la conflictivitat. La conflictivitat que no és necessari que sigui, com en el meu cas, la provocació gratuïta. No és això, és a dir, la conflictivitat pot ser moltes coses. La conflictivitat pot ser posar una idea sobre la taula que no ha estat prou posada. La conflictivitat pot tindre moltes cares, és a dir, no es tracta només de causar problemes. Se tracta d'obrir portes, d'ampliar visions de les coses. Donc l'auteur n'aurait pas trop la conscience de ce rôle-là ou de cet aspect. Jo crec que l'autor ha oblidat que aquesta és la feina per la qual la societat el manté. La cultura és un fenomen innecessari, és un producte, a França i a París això és molt evident, és a dir, la cultura és un bé públic, és a dir, un bé mantingut per l'Estat, però a canvi de què? És a dir, la gent del món de la cultura què aporta a canvi a la seva societat? Aquesta és una de les idees que més m'interessen. Mais la question, c'est est-ce que les gens aussi sont conscients qu'ils ont besoin de ces artistes qui apportent conflit, même inconsciemment? Est-ce que les gens le savent? Jo crec que l'important és que en sigui conscient l'autor, és a dir, els artistes, per dir-ho d'alguna manera. El públic sempre acostuma a ser un agent passiu de totes aquestes situacions. L'important, el bàsic, és que l'autor, quan se posa a treballar, quan s'encare al paper, a la màquina d'escriure o en aquest cas a l'ordinador, tingui clar quina és la seva funció dins de la societat. I jo crec que això és un element que d'alguna manera ha desaparegut. També, per lligar-ho amb el llibre, d'alguna manera Baudelaire és qui enceta o qui porta més lluny o qui ho fa d'una manera més rica o més interessant aquesta funció dins de la literatura contemporània. Donc Baudelaire, c'est l'auteur qui fait le plus ça, consciemment? Exacte. Perquè Baudelaire ho fa conscientment i ho fa d'una manera que és molt interessant. És a dir, ell comença a destruir la seva societat, la societat que el tracta, per la seva família. És a dir, el primer conflicte de Baudelaire amb la seva societat, c'est avec la famille. C'est pas avec l'État, c'est pas avec le capitalisme, c'est avec la famille, sa mère, son père, son ancien père, son nouveau père, tout ça. Però destruint la seva família, destruint la seva pròpia reputació, perquè al final l'autor a qui s'ha de destruir és a ell mateix, genera un conflicte a la societat francesa del Segon Imperi irreversible. I aquesta és una de les funcions bàsiques dels autors. En aquest llibre el que intento investigar d'alguna manera o posar sobre la taula és com aquest invent baudelerià del qual, perdona, ja sé que vols traduir i que no cal. Aquest invent del qual Baudelaire n'és tan conscient que un dels versos principals del primer poema del seu gran llibre, que és Les flors del mal, directament es dirigeix al lector com a hipòcrita lector, és un vers molt famós, hipòcrita lector, el meu semblant, el meu germà,
aquí hi ha un trencament de la relació clàssica entre els escriptors i els autors, i el públic, i els lectors. No sé si ho es traduir això. Donc, un des poèmes du livre Le Fleur du Mal marque une rupture entre l'auteur et le lecteur parce qu'il lui dit carrément hypocrite. Oui, oui. On semblava un frère, Llavors, la cosa... Je veux dire que du coup, c'est évident qu'il y a quelqu'un qui écrit et l'autre qui lit en plus. C'est vraiment... Oui, oui. Il met en scène la relation. Tenim un moment d'instal·lació de nous públics. No, no passa res, són les masses. Estem en un moment de cultura de masses. Llavors, la intenció última d'aquest llibre, a part de rescatar o d'anar a buscar això de Baudelaire, és anar a veure què ens serveix Baudelaire, què ens serveix aquest gest de Baudelaire per nosaltres, autors contemporanis. Llavors, per això hi ha la figura d'un escriptor contemporani que és aquest, però podria ser qualsevol altre. Bàsicament l'autor que sóc jo, al final sempre és aquest escriptor contemporani potencial o plausible. És a dir, què ens ensenya Baudelaire des de la seva literatura criminal, des de la seva literatura, com se diria a l'època, satànica, com ell diu mateix, satànica, què ens ensenya ell a nosaltres mateixos? Donc, qu'est-ce que cette rupture ou sa littérature criminelle ou satanique nous enseigne pour la littérature plus contemporaine, vraiment contemporaine, 21e siècle ou... Sí, per la situació contemporània, per la ciutat, jo m'agrada dir no societat, en aquest llibre faig servir el terme ciutat, la ciutat és allà on vivim, el nostre sistema de relacions. Què ha de fer l'autor contemporani per d'alguna manera recuperar aquest gest de Baudelaire, que no pot ser, en cap cas, plagiar Baudelaire. És a dir, ni plagiar el satanisme de Baudelaire. Aquest seria l'error, perquè la societat de l'època de Baudelaire tenia uns tabús, uns vicis, unes problemàtiques que no poden ser les nostres. És a dir, que el que no podem fer ara és posar-nos a fer llibres de poesia, per dir-ho d'alguna manera. Bueno, sí, hi ha gent que ho fa, però cadascú... La question est un peu, qu'est-ce que serait un auteur qui ferait une chose similaire, mais vraiment adaptée à notre temps? És a dir, l'autor contemporani ha de tindre la capacitat de detectar quin és, per dir-ho amb aquesta paraula baudeleriana, què seria el satanisme contemporani. És a dir, quina és la tecla que la societat no pot permetre que l'autor toqui. Com sabeu, Baudelaire a la seva època, quan publica el seu llibre de poesia, és jutjat i condemnat. El 1857, el mateix any que es condemna Flaubert per Madame Bovary. Baudelaire a été condamné à l'époque. Jugé, condamné. Sí, se'l castiga, se l'obliga a suprimir uns quants poemes, se li posa una multa, el senyor cal l'exili. Per què? Perquè Baudelaire ha detectat quins són els punts de la seva societat que no es poden tocar. Els tabús. Els tabús, sí, però també les virtuts, com despulla les virtuts. Llavors, l'autor contemporani el que no pot fer és, per exemple, jugar amb el tabú del sexe, que a la societat de Baudelaire podia ser un tabú, però a la nostra, jo crec que ja no ho és, però... Ah, ça dépend. Jo crec que ja no, però no ho sé. C'est discutable, là. Potser sí, bueno, està per veure. Home, Déu-n'hi-do, ja. El que em vicia Anava a dir, potser el tabú de la religió, que potser, però la Roseta també em dirà... Ça dépend. Però llavors la situació... Diferentment. Exacte, des d'un punt de vista completament diferent. I llavors la cosa important és rescatar aquest esperit conflictiu. Et Sostres, c'est un exemple de ça? Sí, Sostres és un gran exemple d'això, i per això el faig servir al llibre. Qui no el conegui, us explico qui és. Salvador Sostres és un escriptor català de la meva generació, és una mica més gran que jo, però de la meva generació, que l'any 2000, ja fa uns quants anys, va començar a publicar uns articles en català que van causar una autèntica commoció literària, intel·lectual, política, sota la taula. Sostres, c'est un écrivain, journaliste aussi. Journaliste, oui. Qui, il y a une vingtaine d'années, a écrit en Catalogne toute une série d'articles qui a provoqué
Comment on peut décrire ça? Qu'est-ce qu'il a provoqué? Oui. Scandale? Non. Més que provocar escàndols, el que va provocar són canvis de percepcions. I el que va fer és dir, escriure, perquè l'escriptura és molt valuosa, quan una cosa la poses per escrit, esdevé llei. Encara que no tinguis el sistema judicial a darrere, una cosa escrita, això ho van descobrir els grecs i després els romans, però és així. Si tu poses, és allò que diu Rousseau, diu, al moment que un senyor va posar 4 valles en un camp i va dir això és meu, allí va començar la història de la humanitat, la història del capitalisme, la història de la propietat. Escriure d'alguna manera és el mateix. Quan tu una frase prohibida, un pensament prohibit, però no prohibit amb el sentit de que no es permeti dir, sinó que no ha estat pensat, que encara no ha estat meditat, no ha aparegut a la llum. Aquesta és la feina dels filòsofs. Hi ha una certa relació Nietzsche-Baudelaire que a mi m'interessa molt, tot i que Nietzsche considerava Baudelaire un poeta menor i un decadent, cosa que també és molt interessant de veure, però ja ho parlarem en llibres futurs. El filòsof, l'escriptor, posa una idea sobre la taula, i no sobre la taula, sinó la posa per escrit, i allò ja genera llei, d'alguna manera. Genera un pensament, genera una llei a favor o en contra, genera un conflicte. Perdó. Donc Sostre, c'était quelqu'un qui a mis sur papier, a écrit, a publié une pensée qui n'était pas encore pensée quelque part, qui n'était pas exprimée. Quelque chose qui était senti, mais pas dit. Comme je disais tout à l'heure, c'est un des creux qu'on voit, mais personne n'a rempli. On sait qu'il y a un creux, mais personne n'a un creux, un fourrage, comme un slot. Elle vient de Barcelone. Donc, un sot m'agrada. Il y a un sot, il y a un creux. Tout le monde sait qu'il y a le creux, mais enfin tout le monde, certains le voient, mais personne n'a rempli, personne ne l'a exprimé. Et lui, il a fait ça et ça a bougé de lui. Hein. C'était sur la situation, sur la situation de la Catalogne. Sí, simplement va fer, el que fa Sostres és algunes de les coses que mai s'havien escrit en català i sí en altres llengües. Podríem tornar al tema del sexe, per exemple, com a tabú, ja que veig que us interessa el tema del sexe com a tabú, gran sorpresa. Jo pensava que aquest tema havia passat de moda. No. Encara està a París. No, jo pensava que això... No, dic jo. Tornem al tema. El que ell fa, aquest simple gest de coses que no s'havien escrit mai en català, insults que no s'havien dit mai en català, ell els utilitza. I aquest simple fet fractura una sèrie de barreres que estaven tancades. Perquè l'escriptor, el que fa l'escriptor és sempre posar el peu més enllà, allí on els altres, les persones normals que no són artistes i no són escriptores, no saben si hi ha alguna cosa que recolzi o no, si es pot posar el peu o no. Aquesta és la funció de l'escriptor. Moltes vegades... Il prend de risque. Sí, però no d'una manera... Com diria? No d'una manera... Desordonné o... No, però no d'una manera com un màrtir. És a dir, l'escriptor no és un màrtir de la societat, l'escriptor martiritza la societat. L'escriptor no és un senyor que... Clar, la vida de Baudelaire és un desastre, però és culpa d'ell. Vull dir, és un senyor que agafa malalties, que beu molt alcohol, i que acaba morint d'una manera molt grotesca. Però l'escriptor no és mai un màrtir. Aquesta és una altra de les coses. Baudelaire mai se presentaria com un màrtir, com una víctima. És a dir, l'escriptor escriu contra la societat, però no és una víctima de la societat. Al contrari, el que fa l'escriptor és victimitzar la societat, martiritzar la societat. I el Salvador és un dels primers escriptors catalans, o un dels primers de la meva generació, que descobreix això d'una manera natural, és a dir, no és una reflexió, és perquè ell és així. Descobreix això i ho utilitza. I què passa? Li funciona. Per posar un exemple, igual que passa amb Baudelaire, perquè el llibre està tot fet de comparatives, quan Baudelaire era famós, quan estava viu era famós, ningú no l'havia llegit, perquè el seu llibre de poesia estava prohibit, l'havien llegit uns quants amics abans que es publiqués, però ell ja era una personalitat molt reconeguda, perquè havia tocat algunes de les tecles de la societat que no es podien tocar. Salvador publicava en un diari que ningú no comprava, un diari sense cap mena d'interès,
i ningú no deia que ell comprava aquell diari, que ell llegia aquells articles, però estava dins de totes les converses literàries, polítiques, culturals del moment. És a dir, tothom el llegia tancat, amagat a la seva habitació, com els poemes de Baudelaire. Això és un indici de que el lector encara no havia arribat a acceptar-se a ell mateix com a lector d'un escriptor. Això és un gran triomf d'un escriptor. No sé si vostè diu aquesta part. Alors, je vais essayer de répéter ça. Je ne sais pas, j'ai oublié. Baudelaire, elle a eu le succès. Oui, c'est les succès en silence, on peut dire, les succès occultes, les succès un peu... Oui, cachés, un peu les succès cachés que c'est avant d'être un auteur comme ça, comme c'est maintenant Baudelaire et comme c'est aussi Sostre, parce qu'après tout le monde a oui, je l'ai lu, mais à l'instant où il a cassé sa société, sa famille et tous les systèmes de valeurs un peu, elle était déjà là, déjà présente dans la société, surtout dans la ville, parce que ça c'est l'idée. L'idée, c'est la relation, le truc important, je pense que c'est la relation de l'écrivain et sa ville. Que c'est une chose que j'essaie d'expliquer aussi ici dans le livre. Que cette relation particulière, on peut l'avoir seulement avec sa propre ville. Vous connaissez que Baudelaire, à la fin de sa vie, il est parti à Belgique. Il essayait d'être un écrivain connu, reconnu, il a gagné de l'argent à Belgique, mais ça, la chose n'a pas marché très bien. Et c'est parce que la Belgique, c'était pas sa société, c'était pas sa ville. Il a pris un livre magnifique qui s'appelle Force Belgique, la Belgique à nu, ou quelque chose comme ça. C'est une chose incroyable. C'est un livre contre toutes les sociétés possibles. Mais c'est pas sa ville. Alors, cette relation de l'écrivain avec sa propre ville, c'est très important aussi parce que c'est comme si un écrivain écrit contre la famille de l'autre. C'est comme si moi, j'écris contre la famille de Diana, contre la famille de Rosé. Oui, ça, j'ai des problèmes, je le sais. Mais ça aura aucun effet. L'effet, c'est quand l'écrivain écrit contre sa famille, contre sa vie, contre soi-même, et tout ça. Alors ça, c'est important parce qu'on parle un peu aussi de... tornem al català. On parla una mica dels escriptors com d'una figura universal, no? I que estan fora de la seva societat. Baudelaire és un autor traduït a totes les llengües del món i que es llegeix, es poden llegir les seves poesies o els seus llibres com una cosa més o menys que tothom pot entendre, però només té sentit i només té poder i només té repercussió real si se'l posa al context de la seva societat, de la seva ciutat i de la problemàtica que ell crea. Si no, què tenim en Baudelaire? Unes poesies amb unes belles imatges i una situació i un senyor que ens fa molta gràcia perquè és un poeta maleït, perquè va acabar arrossegant-se per terra, perquè surt amb una senyora que és prostituta i per tot això. Però si anem a buscar l'autor al seu context, que és el que sempre s'ha de fer amb l'autor, veure com l'autor fereix directament el seu context i la seva societat, llavors l'autor cobra una importància que a mi m'agrada dir exemplar, perquè els lectors i els escriptors el que busquem són exemples de grandesa anterior a nosaltres per intentar-los imitar, reproduir, repetir. Donc voilà, les livres de Baudelaire peuvent être lus partout dans le monde avec des traductions en français. Et il y a un côté, disons, un peu universel, disons, de la beauté des poèmes ou de la provocation, etc. Mais on les comprend mieux, on comprend ce qui s'est passé vraiment entre cette littérature et sa société quand on voit le contexte, c'est-à-dire le contexte français. Politique, le contexte politique. Segon Imperi i tot això. Deuxième Empire, oui, voilà. Et qu'est-ce qui se passe dans le XXe siècle alors? Llavors, les societats del segle XX i els escriptors del segle XX o del segle XXI, el que sembla que ja comencem a arribar, amb qui han de tractar amb les seves pròpies societats, no amb els conflictes del segle XIX. Sobre això vull dir una altra cosa que per mi és molt important per acabar d'enquadrar el llibre. En aquest llibre no es tracta Baudelaire com a poeta, ni es parla del llibre de les flors del mal. Apareix alguna nota, però, és a dir,
Jo crec que hi ha també un problema amb Baudelaire específicament, però amb molts altres autors que són immensos, i aquesta és una mica la distinció entre l'escriptor i l'autor, autors que són immensos, que se'l redueix a un gènere o a un llibre o a una situació molt apamable i molt fàcil de recollir, no? Pots recollir les flors del mal, sí, poesia, postsimbolista, presimbolista, Valéry, cap aquí, cap allà, i el situes dins d'una línia i ja està. Però Baudelaire, i aquesta és la intenció del llibre, la intenció d'aquest llibre... Donc le livre, c'est pas sur la poésie de Baudelaire. Je ne parle pas de la poésie de Baudelaire ici, parce que j'essaie de revendiquer Baudelaire comme auteur, pas comme un poète. Alors, on parle de ses essays, de la critique d'art, de ses mémoires, de tout ça. Mais c'est une chose que és una cosa que passa molt amb els autors i sobretot amb els grans autors. I aprofito que hi ha gent interessada en la cultura catalana i la literatura catalana per dir que aquest és un símptoma que dins de la cultura catalana es veu molt clarament. Com un autor, quan és important, i això algú que hi ha en aquesta sala m'ho ha sentit dir 50 vegades, però ho repetiré, tenim autors importantíssims que la recepció cultural els ha col·locat i classificat a partir d'una sola obra o d'un sol llibre o d'una sola característica. Mais ça en Catalogne ou en général? A Catalunya és molt exagerat, però això passa en general. Aquesta també és una de les idees dels llibres. Veure com això també ha passat a la cultura francesa. Per exemple, on va arrêter de parler de Monsieur Baudelaire. Marcel Proust. Sí, ja ho sé, és un altre senyor que m'interessa. C'est exactement le même. Un auteur de l'intimité, la mémoire, mais c'est pas vrai. Dans Proust, tout est politique. On a déjà parlé sur ça. Il y a des sujets dans Proust, la guerre, des choses comme ça, qui ne sont pas dans l'intimité, ne sont pas dans la chambre de Proust, là, qu'il écrit là, dans le lit, un peu en train de mourir, tout ça. Et c'est aussi une lecture française classique de Proust. C'est à cause de ça, on va le dire, on va dire tout. Qu'on a mis Marcel Proust dans un petit sujet de la littérature, que c'est la littérature intimiste, le Duchesse, Madame Pompadour, Madame je ne sais pas quoi, puis ils sont là, tout ça. Mais c'est pas vrai. Avec Baudelaire, c'est la même chose. On a mis Baudelaire, les poètes, les images, tout ça, un peu... Mais c'est pas vrai. Baudelaire, c'est un auteur qui écrase sa société. Il faut le voir comme un auteur complet, pas seulement un petit morceau que ça nous va pour lire à l'école ou quelque chose comme ça. Ça arrive en France, ça arrive en Catalogne. Et ma idée, mon théorie, mon sujet, on peut dire aussi també del llibre anterior aquest, que també m'ha publicat la Diana, és que aquest és un dels símptomes de la literatura, de la cultura del segle XX, és a dir, de la cultura i de la política del segle XX. El segle XX ha tingut una recepció cultural dels autors importantíssims de la tradició, com Monsieur Baudelaire, com Monsieur Proust, a França, però també a Catalunya, el que s'ha fet amb Pla, el que s'ha fet amb Mercè Rodoreda, el que s'ha fet amb Calders, que ha sigut un intent de castració del seu potencial polític i del seu potencial conflictiu. Autors que, si els llegeixes al seu context i a la seva època, si llegeixes Baudelaire al seu context i a la seva època, si llegeixes Proust al seu context i a la seva època, Pla, Rodoreda, etc., surten uns autors que realment, Calders, la Diana és neta del gran Pere Calders, per si a algú li interessa parlar sobre el gran Pere Calders, podem parlar també. Després podem parlar del gran Pere Calders. I la Diana, per exemple, ja que estem aquí, defensa una visió molt més oberta i molt més rica de Pere Calders, no només un escriptor de contes, sinó per això ha publicat els seus articles polítics, i per això ha publicat o has intentat explicar com són novel·les com Ronda Naval sota la boira, coses així. Això és general, ha passat amb tots els autors del segle XX, se'ls ha intentat reduir par una série Ce qui veut dire c'est que le XXe siècle a eu un effet de réduction, de castration des auteurs, que ce soit du XIXe ou du XXe aussi. Oui, et du XXe, oui. C'est les gestes sociopolitiques ou socioculturels du XXe siècle qui sont encore là, c'est de réduire, de castrer, Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, nous, en Catalogne, on a des auteurs énormes, des écrivains énormes, enfin, franchement,
Oui. Comme Caldès. plat, P-L-A, plat. Caldès, C-A-L-D-E-S, Caldès. Mercè Rodoreda. Rodoreda, bon, traduit à des dizaines. J'étais il n'y a pas longtemps, j'étais là il y a un an en Hongrie et j'étais là tous traduits, tous ces auteurs traduits en hongrois. J'ai eu l'occasion de les voir et de les corroborer. Donc c'est des grands auteurs qu'on analyse un peu comme ça, comme des exercices. On les fait lire au lycée, ou des choses comme ça. C'est des côtés un petit peu limités. Et toute la puissance des auteurs, de leur contexte politique, de l'interaction au contexte, comme plat, par exemple. Elle a été laissée à côté. Mais pourquoi c'est passé ça? Bueno, m'agrada que em facis aquesta pregunta perquè aquesta, de fet, és la tesi del llibre anterior. Ahir vaig estar en una presentació d'un llibre molt interessant d'una editorial que es diu Edició La Fàbrica, que es titula Oublier Camus. Oublier Camus. Albert Camus, le grand mythe de la littérature française. Monsieur, que c'est un américain-français, quelque chose comme ça, a fait un livre qui il essaie d'expliquer. Alors, Monsieur Camus, c'était pas un personnage positif dans la politique, c'est tout. Il a parlé très bien, très concret et très dur avec Camus, avec tous les sujets du colonialisme. Albert Camus, c'est un agent du colonialisme français à l'Algérie. Ça, c'est la chose qu'expliquait Monsieur. Alors, on peut parler des Camus humanistes, des Camus contre la peine de mort, de tout ça, mais Monsieur dit, mais ça, c'est une lecture complètement couvrit beaucoup de sujets qui sont dans Albert Camus et que les Algériens, quand ils lisent Camus, disent c'est quoi ça? Alors, ça c'est une chose que c'est pas seulement la Catalogne, c'est pas seulement, c'est dans toute la tradition et c'est un peu la maladie du XXe siècle. Le XXe siècle, il y a la première partie du XXe siècle, il y a eu 2 guerres incroyables, complètement dévastatrices, il y a eu l'Holocauste, il y a eu beaucoup de choses comme ça. La politique, le monde était presque Hiroshima, Nagasaki, tout ça, la violence extrême. Et la deuxième partie du XXe siècle, on a reconstruit une espèce de culture, de politique et comme le dire, de sociétés sans conflit. Surtout la culture, parce que tout le monde le sait. Si on lit les livres de la première moitié du XXe siècle, ce sont des livres qui sont vraiment dangereux. Et c'est vrai, on peut le dire. Pas seulement les romans, les histoires, il y a des idées vraiment dangereuses qu'on peut dire. Et c'était les livres qui ont causé, de quelque façon, qui ont provoqué, qui ont accompagné. Oui, motivé, on peut le dire. Alors, qu'est-ce que c'était la deuxième partie du XXe siècle? L'essai d'arrêter tout ça. Surtout dans les sujets culturels, politiques et tout ça. Et c'est pour ça que les auteurs, c'est pas seulement les auteurs, c'est les systèmes culturels essayer d'être inoffensifs. On peut dire en français inoffensif? Comment on dit en français inoffensif? Oui. Alors c'est ça. Et mon idée c'est qu'il faut bien voir tout ça. Parce que sinon, on perd toute la tradition culturelle, on perd les métiers de l'écrivain, on perd Baudelaire, on perd Marcel Proust, on perd Joseph Pla, on perd tout. Et ça, c'est pas possible parce que sans les livres, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est mon idée. Et crec que c'est suffisant. Merci beaucoup. No sé si il y a des questions. On peut recueillir quelques imatges. Sí. Vale? L'autor... Imatges, sí. Hi ha algunes imatges bastant boniques, hi ha alguns quadres molt escollides. que n'hi ha una que a mi m'encanta, especialment, que són l'ideologia, no com... Això són les lesbianes, tenien els seus títols, les amigues dormint... Per tant, quan tu has triat, el del Burret, sí, quan tu has triat aquestes obres, per què les has triat? La pressa aquí... Perquè tenen, aquestes obres tenen una total... Cada capítol, o sigui... Tenen una funció total dins del llibre, sobretot la primera de totes, que és aquesta d'aquí,
del retrat. Sí, d'aquesta fotografia. Aquesta fotografia és una, aquesta fotografia és una fotografia que està molt bé i és d'alguna manera una metàfora del llibre. És una fotografia d'un dels fotògrafs de París de l'època, que no és Nadar, és Carjat, que fa una fotografia a un senyor, això a l'època es feia, no? Però Baudelaire estava per allí i treu el cap per aquí darrere, es veu molt petit, estava a l'estudi del fotògraf i treu el cap per allà darrere. Aquesta fotografia es va descobrir fa molts pocs anys, que apareixia Baudelaire aquí. D'alguna manera vol ser la metàfora del que passa amb la literatura contemporània, és a dir, nosaltres aquí, l'autor, per exemple, jo soc aquest senyor amb aquesta cara de toti, jo m'intento fer la fotografia he llogat el fotògraf, soc el que sortirà, però a darrere sortirà l'Albert, que ja ha amagat aquí a darrere, a darrere surt una cara que l'autor no pot veure i no coneix, però que està a darrere de totes les coses que escrivim, i després hi ha altres imatges relacionades. I l'església, de què era? Aquesta que està... L'església és on ell... Era Bèlgica, no? És l'església de Namur, és on ell mor cerebralment, i després d'això. Aquí és aquesta. Sí. Les imatges intenten estar molt relacionades amb el text, amb el que s'explica al llarg del llibre, i crec que estan molt ben aconseguides. Sí, estan molt escollides i a més en vam parlar molt, i aquesta també és molt bona, aquesta en parles moltíssim. Sí, perquè... Sí, el somni del bordell museu, que és una cosa magnífica. Sí, explica el somni del bordell museu. Il y a una Juste une question. Je suis désolée de ne pas avoir tout entendu. Je suis loin d'être une converseuse, mais j'aimerais bien comprendre ce que tu as expliqué à la fin, sur la deuxième partie du XXe siècle. Et puis globalement, c'est un peu une reconstruction en fait des auteurs avec une lecture très partielle, évitant tout conflit, toute ambiguïté, toute aspérité, toute complexité. Globalement, c'est un peu ça. Les dangers de l'auteur, parce que tous les auteurs ont un danger. Oui, et aussi les liens avec la conjoncture que là. Oui. Et j'aimerais bien un peu ton idée là-dessus. Pourquoi cette reconstruction des relations internationales? À cause de la première partie du XXe siècle. Oui, mais du déni du conflit. Parce que comme solution, on fait comme si ça n'existait pas. Oui, mais c'est comme si, vous savez, l'année 45-46, quelque chose comme ça, on a fait ce truc de la ONU, ce truc des droits humains, tout ça. Comme si tout va bien. On va faire une chose comme, on va arrêter la guerre dans le monde, on va faire quelque chose comme ça, mais c'est superficiel. Il y avait peut-être comme un besoin de... Oui, un besoin d'arrêter l'histoire. Mon théorie, mon idée, je l'explique dans notre livre, c'est un besoin d'arrêter l'histoire. L'espèce humaine, on ne peut plus. On va arrêter l'histoire. Mais ça c'est faux, on ne peut pas arrêter l'histoire. Et maintenant, on voit comme l'histoire recommence, notre fois. Explose en fait. Oui. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Parce qu'on l'a mis au-dessous, on l'a mis sur les tapis et tout là, on va laisser là. Et alors, mon idée c'est que on a construit à l'Europe, dans l'Europe en un sens un peu large, l'Europe de New York à Istanbul, l'Occident, un mur, et nous sommes tous dedans. Mais c'est un mur, pas pour... Oui, un mur, mais pas pour, comme dans l'Allemagne, pour pas sortir, sinon pour que le monde, la réalité n'entre pas. Oui, la réalité, on va laisser la réalité dehors, on va faire la littérature avec Sartre, tout ça, on va dire que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de conflit, et on va voir. Ça durait 50 années, mais ça c'est fini. La réalité vient de rentrer par Lampedusa, par l'Ukraine, la réalité retourne sur l'Europe. Et l'intérieur aussi. Oui, et de l'intérieur aussi. Les petits pays comme Catalogne, c'était complètement couvert, sous les tapis. Alors, par l'instant, ça c'est fini. Et on doit, je pense que c'est aussi les métiers ou l'obligation de l'écrivain, on doit remettre tous ces sujets sur la table. Parce que sinon, on n'est pas prêt. Maintenant, les Européens ne sont pas prêts pour la réalité.
Ça, c'est une chose vraiment étonnante, mais c'est ça. C'est pas les enfants ne sont pas prêts par la réalité parce qu'ils sont toujours avec le téléphone. C'est les adultes les problèmes, pas les enfants. C'est les adultes. Et alors, comme j'écris les livres d'avant, que Diana m'a publié aussi, que je ne sais pas comment traduire en français, en catalan, c'est Des Ànims de lucre, critique de l'idéologie culturelle, parce que je dis là que c'est l'idéologie culturelle et la culture qui a fait cette fonction de ne pas laisser parler des problèmes vraiment de la réalité. La culture comme un substitutif de la réalité. La culture comme substitutif de la réalité. Au lieu d'être... Ça, c'est l'idée. La culture, mais ça arrivait seulement dans la deuxième partie du XXe siècle. La culture comme un substitutif de la réalité. Mais ça, c'est fini. La culture n'a pas plus de pouvoir d'arrêter la réalité. La réalité est là, partout. Alors, on doit changer complètement notre idée de qu'est-ce que la culture et qu'est-ce que doit être l'auteur, qu'est-ce que doit être l'écrivain, et essayer de trouver une autre relation avec la réalité. La culture et la réalité n'ont pas une bonne relation maintenant. Et il faut, pour moi, la parole peut-être la plus importante, c'est l'actualité, mais pas l'actualité de sujets politiques, de sujets dans les journaux, tout ça. C'est l'idée d'actualité, l'idée d'être à l'instant, l'écrivain doit être connecté à sa société complètement. En Catalogne, il y a eu, pendant les années 80, choses comme ça, il y a eu une tendance à faire la narrative historique. Le Moyen-Âge, l'érotique, je ne sais pas, la préhistoire. Il y a des romans sur la préhistoire? Oui, peut-être, je ne sais pas. Choses comme ça. Parce qu'ils n'ont pas la capacité de regarder la réalité et l'actualité en face. Et c'était ça. Ça, c'est complètement fini. Tu utilises le mot réalité, je veux bien comprendre à quoi tu réfères, mais c'est un peu le côté anthropologique, les préjugés, les instincts, c'est quoi la réalité qui est opposée à la culture? Oui. On peut parler de réalité. Oui, on peut parler de la réalité. Moi, comme j'ai tout dit. Biologique. Oui, non, mais moi, comme j'ai étudié à la faculté de philosophie de Barcelone dans les années 90, j'ai entendu cette question beaucoup de fois. Qu'est-ce que c'est la réalité, moi? J'ai un professeur qui me disait, moi, je ne sais pas si la réalité existe, ok, oui, mais quand vous allez sortir par la porte, vous allez sortir par la porte, par la fenêtre. Alors, si je vous donne une baffe, ça, vous allez le sentir. Oui. Je pense que la question sur la réalité, c'est toujours un essai de ne pas la regarder. Il n'y a pas une question sur la réalité, sur qu'est-ce que c'est. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec la culture, comment on va l'utiliser. La question, ce n'est pas sur la réalité. Quand on parle de réalité, on n'a pas besoin de philosophie transcendantale pour vérifier. C'est juste les instincts, c'est la biologie, quelque chose que tu dis que la culture ne peut pas changer. Oui, mais cette dichotomie de la culture et la nature, c'est un peu faux, je pense. Alors la culture, c'est dans la biologie. Non, je pense que c'est une réalité sociale. Oui. On parle, hein, c'est pas la réalité. Et politique. Oui, c'est pas la réalité physique. La réalité sociale, c'est-à-dire on voit à la télévision un concours, tout le monde est très content et il y a des Catalans qui jouent avec les mots et je sais pas quoi, lorsqu'on sait que la langue catalane est totalement méprisée par certaines instances. Je veux dire, il y a un décalage entre une certaine communication, des images, certaines politiques et des choses que pour nous c'est une réalité, c'est ce qui nous arrive tous les jours avec notre langue, par exemple. Et ça c'est une réalité sociale, c'est une réalité, parce que c'est l'addition de beaucoup d'expériences. Maintenant, on peut utiliser un autre mot, si on veut, si ça dérange le mot réalité. Mais c'est pas une réalité. Si ça dérange le physique. Non, c'est pas une question physique, c'est une question, il y a des discours et des choses qui sont vécues. Oui, non, pour moi, voilà, le problème n'est pas dans la réalité, c'est dans la culture. C'est dans la façon dont on regarde qu'est-ce que c'est la culture, qu'est-ce qu'on va faire avec la culture. Mon sujet, c'est ça. C'est pas... Après, eux, ils discutent de la réalité simplement. Oui, on peut discuter avec Sidney de la réalité après. Voilà. Mais... Maintenant, avec les choses que vous écrivez, oui, madame. Qu'est-ce que c'est les conflits que vous, en cet instant, esteu treballant? Li contestaré en català. A veure, la conflictivitat... Però ara el que estàs treballant ara,
No és el llibre que ja s'ha acabat, sí. Ara va al futur. Bueno, això també molta gent ho sap. Jo estic escrivint una novel·la sobre Barcelona. M'estic escrivint la meva novel·la de 1000 pàgines sobre Barcelona. La Roser riu, no riu, Roser. Ara normalment faig la broma, ja en porto 12. Per què? Per això també ve d'una reflexió, i això també algú de la sala m'ho haurà sentit explicar més d'una vegada. No s'ha fet literatura catalana sobre la ciutat de Barcelona. S'ha fet Barcelona com a paisatge, tot això. No s'ha fet, no estic dient no s'ha fet mai. I que és un tema que els escriptors catalans no s'hi han encarat. Han parlat de moltes coses, però no s'hi han encarat. Els motius són molt fàcils. Una guerra civil, 40 anys de dictadura, i ja està. Substitució de la literatura urbana del català al castellà, i tota la literatura que s'ha fet sobre Barcelona és en castellà per una idea i ordre especificada i per un projecte franquista fet a l'any 39. El del Casabella? Deixa'm acabar. El del Casabella és la continuació del mateix. Okay. Llavors, els autors catalans no s'han atrevit a dirigir a la ciutat directament. Per què? Perquè la ciutat és el poder. Catalunya, vosaltres ho sabeu, Catalunya no existeix. El que existeix és Barcelona. Això sempre ha sigut així. El que existeix és el Comte de Barcelona i aquestes coses. Catalunya és el nom que li posem a tots els súbdits del Comte de Barcelona. Ara ja no hi ha Comte de Barcelona, bueno, hi ha el Comte de Godó, però això és una altra cosa. És a dir, no hi ha hagut una literatura catalana que s'hagi atrevit a entrar en conflicte, és a dir, a tractar el tema del poder, perquè ha estat prohibit durant 50-60 anys. Això, evidentment, està canviant. I aquí ve la resposta, és a dir, una de les funcions que hauria de fer l'escriptor català actual és fer la seva novel·la sobre Barcelona, però no en Barcelona com a paisatge, sinó amb tota la conflictivitat política que hi ha dins de la ciutat i que representa la ciutat. Com Dostoievski ho va fer en Sant Petersburg, Joyce ho va fer en Dublín, Proust ho va fer en París, etc. La resposta, senyora? Sí, saps més o menys quin any acabarà aquesta novel·la? No, la resposta és... Est-ce qu'il y a Sinon, d'autres questions sinon, on a le plaisir de vous inviter un pot. Sí, però potser algú té alguna Sí, hi ha pregunta une més. réaction. Potser algun altre impertinent. Une autre impertinence. No, una altra impertinència, no. Une autre conflictualité à propos de la Je région. pense qu'il faut être politiquement correct quand on écrit en Catalogne, pour ne pas avoir de soucis. Ou partout Mais d'ailleurs. c'est pour ça que moi je suis à Paris. Non, mais Mais ça c'est vrai, c'était- il y a des choses que j'ai vues, que j'ai pris, que je sais que si j'étais à Barcelone, je ne les ferais pas. Je ne les verrais pas. C'est pour ça. Parce que l'écrivain doit se libérer un peu, doit s'émanciper un peu de sa société, de sa ville, de sa famille, de ses enfants, de ses amis, de tout ça, des petits systèmes de pouvoir qu'il y a dans toute société. Et c'est pour ça. Parce que Barcelone et Catalogne, il y a encore, on dit, non, un pays ocupat, encara, mentalment. Si. Et pas seulement. Absolument. Segur. Et pas seulement. Sí, però l'important és mentalment. Llavors, per això la nostra producció cultural i artística i això segueix sent castrada. I això és una cosa que, afortunadament, també, aquí no ens posem... Acabarem amb un missatge optimista. No, i per això també aquest llibre parla d'això. És a dir, això es va començar a acabar gràcies al Salvador, en part, a principis de l'any 2000, perquè un escriptor català va començar a escriure coses que no es podien escriure i no és que no passa res, és que tothom el va llegir. Des de fa 10-15 anys, la cultura catalana, per això la cultura catalana està recuperant alguns dels seus autors. La cultura catalana està escrivint coses sobre Ferrater, que no s'havien dit, sobre Pla, que no s'havien dit, sobre Rodoreda, que no s'havien dit, però no que no s'havien dit perquè ningú les havia pensat, sinó perquè estaven prohibides, específicament prohibides. És a dir, donar-los valor, donar-los potència, fer-los créixer, tot això. Això està canviant. És a dir, jo soc d'una generació que l'autor de la meva generació que no fa el que jo estic intentant fer o el que altres estan intentant fer és perquè és un cagat. No perquè tingui la policia, no, és a dir, no perquè tingui la policia allí, és perquè és un incapaç. No et maten ara. Exacte, ara no et maten. És un incapaç, és un castrat, o una castrada, o un incapaç. Sí. O perquè és espanyol, perquè no és català.
Bueno, sí, però no ho estic dient només amb el sentit nacional, sinó amb altres sentits. Per exemple, les noies que han escrit llibres semblants al teu però que no arriben al teu és perquè són unes incapaces. Però tu has fet una cosa que fa 20 anys ningú la podia haver fet. Però tu l'has fet perquè ja hi ha un context cultural i un context polític que permet als escriptors catalans ser molt més lliures. I torno a repetir d'això, de la família, de la societat, de la ciutat, de l'entorn, dels estudis, dels amics. Abel, pour donner une note positive, il dit que maintenant les écrivains et artistes en catalan sont plus libres quand même. Tenen la possibilitat. Ils ont la possibilité de l'être, en tout cas. I si no ho fan, és responsabilitat individual seva. Bon, ils vont se faire quand même marginaliser quand même. Non, au contraire, je ne me sens pas marginalisé ici à parler avec vous. Bueno, per tant has hagut d'anar. Per això, bueno, cap dalt, sempre cap Sí, dalt. sí. Mais c'est pas une question de vie ou mort. Non, Bon. Mais c'est Il n'y a interessant, pas un risque de però és mort. interessant l'idea de país ocupat mentalment, que no te n'adones de vegades. Oui, mais c'est ton responsabilité. Non? Il y a de mécanismes, de livres, de moyens pour savoir qu'on est occupé, non? Alors, chacun doit faire... Sí, 100%. Ouais. 100%. Mais il y a quand même la prison pour certains chanteurs. Non, Oui. Il y a Il y avait la prison, Il y a pas la peine de mort, mais il y a la prison. mais pas maintenant. Il n'y a pas de prison. Pour l'auteur. Bueno, està parlant del cantant aquell, no? Sí, però això existeix, evidentment. Això existeix i la Guàrdia Civil existeix encara. Però els autors, els escriptors, estan en una posició privilegiada en la qual no havíem estat des de fa 300 anys. I ja està. I això és una cosa que s'ha d'aprofitar. I s'ha d'aprofitar fins a posar la presó al límit. És a dir, com en totes les societats. A França també hi ha presons. Com en totes les Sí, societats. vull dir que com en tota la vida hi ha un risc, no? Com en totes les societats. I per tant, doncs, s'ha de fer les coses, no? Assumint el risc, evidentment no es pot viure sense risc, no? Al final. I l'escriptor en això té un paper també Bueno, és la seva funció social. És la seva funció social. Sí. I això ha començat a canviar, no? Tota aquesta perspectiva que tu explicaves, que venim del segle XX, això ha començat a canviar. Sí. I aquest llibre és un exemple magnífic d'això. Llegiu-lo perquè realment doncs, indica, no? Quin és el camí. Ara us ho pots explicar, podem comprar i serà la meva. Exacte, el tenim aquí, com ja he dit al principi, i si tot va bé anunciem que d'aquí poc el tindran també disponible aquí al costat a l'Harmattan, a la llibreria. Per tant, el podeu comprar o bé avui o bé d'aquí poc. I el podeu comprar avui i també un altre dia. També, això també ho faré. Moltes gràcies. Sí, ara tindrem una copeta. A la porta d'aquí No ha passat bé? Sí, ha marxat quan... Molt guai, I tu? No has parat de gravar? Rient. Mira, la mamà i la tieta. No cal que ho tanquis, mira. Si continuem el live. Què t'ha semblat? Jo no faré declaracions. Pregunta a la gent, però la veritat és que ha sigut molt interessant perquè ha vingut molt.